Ok, alors salut cher ami. Alors aujourd'hui nous sommes en compagnie de Monsieur Oliver, que vous aurez quand même le temps de connaître, de découvrir et d'apprendre davantage sur lui au travers de cette interview-là, de ce live. Donc si vous êtes nouveau sur la chaîne, ce que je vais vous demander simplement, c'est de vous abonner et de liker la vidéo. Et vous allez voir aussi en bas de la vidéo le lien de notre forum Telegram. Rejoignez-nous ou c'est le forum sur lequel nous parlons de beaucoup de choses, nous débattons de beaucoup de choses. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, que c'est pour la première fois que vous tombez sur ma chaîne YouTube, alors je suis Ricardo Dossou, je suis un entrepreneur et sur ma chaîne YouTube, je partage les opportunités de business avec vous. Donc, chers amis, abonnez-vous massivement. Donc, comme je le disais tantôt, ici nous avons pour invité Monsieur Oliver, et Monsieur Oliver va nous parler un peu, en tout cas, nous allons lui poser certaines questions, un peu, il va nous parler un peu de son parcours et autres, et je suis sûr certain que ça va impacter plus d'un, et certainement, ça peut remonter certaines personnes, et notamment la jeunesse africaine. Donc, je vous demande de rester du début jusqu'à la fin de cette interview pour découvrir davantage et apprendre davantage sur Monsieur Oliver, sur son secteur d'activité, sur ce qu'il fait. Alors, bonjour, Monsieur Oliver. Alors, bonjour, monsieur Ricardo. Comment allez-vous? Ça va de votre côté. Ouais, ouais, ça va très bien, merci. Voilà. Comme d'habitude, bon, c'est encore un réel plaisir de pouvoir échanger avec vous et aussi bien, de me prêter à l'exercice de l'interview afin de. Ah, ok, merci bien. Ouais, je vous en prie. Ok, ok. Donc, en tout cas, je voudrais que vous puissiez déjà, dans un premier temps, vous présenter pour ceux-là qui ne vous connaissent pas, qui vous découvrent pour la première fois. Est-ce que vous pouvez déjà vous présenter? Oui, volontiers. Bon, je m'appelle Oliver Njoku, comme vous l'avez déjà dit. Et bon, je vis actuellement en Turquie, mais par contre, je suis né au Zaïre, dans l'actuelle République démocratique du Congo, où j'ai vécu peut-être environ 3 ans à 3 ans et demi. Et de là, bon, j'ai quitté le territoire avec ma mère en direction de l'Allemagne, où j'ai passé, disons, bon, 7 à 8 mois. Et de là, on a rejoint mon père à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et c'est à Abidjan que j'ai passé la plus grande partie de ma vie. Also, mon cursus scolaire, dans la maternelle, école primaire, lycée, et une petite partie de l'université. Mais malheureusement, bon, cause de grève, bon, j'étais obligé de quitter le territoire, puisque bon, il y a eu les écoles étaient bon fermées jusqu'à nouvel ordre. Donc bon, j'ai décidé de partir pour l'Allemagne, où j'ai fait un cycle universitaire, un cycle ingénieur. Voilà, j'ai travaillé en Allemagne pour quelques années dans l'énergie, enfin dans le domaine de l'énergie gazière. Bon, et après euh, quelques années, bon, je n'avais plus, je voulais juste changer de carrière. Voilà, je voulais plus passer ma vie dans un bureau et tout ça. Donc, j'ai décidé de changer de carrière et de commencer une carrière dans l'exploration pétrolière. Et là, bon, là, c'était un moment qui a vraiment bon, changé ma vie, quoi, impacté ma vie. Bon, qui m'a fait découvrir, bon, vraiment, bon, d'autres d'autres possibilités. Ça m'a, le travail dans l'industrie m'a permis de me redécouvrir, de découvrir d'autres forces en moi. Et voilà, c'est ça, quoi. Et donc, bon, l'industrie pétrolière, bon, j'ai commencé, l'aventure a commencé en 2007, fin 2006, 2007. Et là, j'ai complètement coupé les ponts avec l'Allemagne. Voilà. Bon, ça, c'était pour des raisons personnelles. Voilà, bon, rien de grave. Donc, j'ai décidé de là, bon, de m'installer en Turquie, tout en poursuivant mon aventure dans l'industrie pétrolière. Donc, j'ai quitté l'Allemagne avec ma famille. Euh, de là, bon, tout a, ça a complètement changé notre vie, si on veut dire.
Donc, parallèlement Ok. à ma carrière, on a commencé à se bâtir un petit univers à nous. Donc, bon, presque par accident, on a démarré une petite entreprise touristique. Voilà. Donc, j'explique. Donc, l'intention première était juste de se construire une petite maison pour nous, bon, pour la retraite et tout ça. Et ensuite, bon, comme je disais, par accident, il y a eu des demandes, des gens qui nous, enfin, des demandes de la part de voisins, de touristes, de clients, d'amis, qui nous ont, qui voulaient carrément, bon, passer, louer des maisons à titre individuel pour passer des vacances. Donc, on s'est dit, bon, pourquoi pas? Et on a commencé parallèlement à ma carrière, à nous bâtir disons un nouveau monde, un petit monde. Donc on a commencé par une maison ouais, dans laquelle on habitait. Ensuite on a loué un appartement, on a mis notre maison en location. Et ensuite, bon, on a quitté l'appartement pour venir dans notre maison. On a construit une deuxième. Et au fur et à mesure bon, que je travaillais, bon, on épargnait. On a construit une troisième. Et au fur et à mesure, on a construit une quatrième, et de là, bon, on louait, on s'est juste mis à louer de manière saisonnière, bon, nos résidences, hein. Ouais, ouais. Par le Ok. biais Ok. des liens qu'on connaît, la Airbnb, VRBO, et j'en passe. Et aussi on a notre propre site aussi, par lequel Ok. Ok. on trouve des clients. Donc c'était une aventure assez intéressante. Et depuis donc 2014, 2015, bon, moi j'ai complètement arrêté de travailler en tant que professionnel du pétrole. Donc nous on vit principalement seulement de notre tourisme. Ok. Ce Maintenant, qui n'exclut en pas, fait, ce qui n'exclut, pardon, oui. oui, ce qui Non, n'exclut pas après l'ouverture tout ce à que vous d'autres. avez dit là, Pardon, je pense. après tout ce que vous avez dit, vous n'avez pas précisé, en tout cas, comment on appelle ça, vos parents, l'origine de vos parents. Est-ce que vous êtes Ah, congolais? Est-ce que vous êtes ivoirien? Est-ce que c'est non, 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 pardon, c'est vrai, allemand? j'ai oublié. Moi, je suis pas, je suis de père nigérian et de mère allemande. Voilà. Mais malheureusement, bon, j'ai jamais connu le Nigeria. J'ai passé principalement ma vie en Côte d'Ivoire et en Allemagne et Turquie. Maintenant, par le biais de mon travail, par le biais de ma profession, j'ai réussi à connaître bon, pas mal de pays. Hein, parce que bon, je travaillais pratiquement bon, ouais, presque partout dans le monde. Je pense que j'ai touché à chaque continent. Voilà. Mais mes parents sont juste de père nigérian et de mère ivoirienne. Enfin, de mère allemande, pardon. Ouais. Mais j'ai grandi en Côte d'Ivoire. J'ai Ok, passé toute ma jeunesse en Côte d'Ivoire. Ouais. Et une partie de ma jeunesse est de vie adulte en ok. Allemagne. Ouais. Et maintenant, bon, je passe une partie de ma vie en Turquie parce que je ne sais pas où je vais atterrir dans les. Je pense que moi, j'ai un esprit un peu nomade. C'est ça, c'est ça. Ok, maintenant, Ouais. lorsque je prends, par exemple, votre cursus professionnel, ça, vous avez dit, dans un premier temps, vous avez travaillé pour l'industrie gazière avant de tomber Oui, sur l'exploration pétrolière, n'est-ce pas? oui, c'est ça. Voilà. Et dans l'industrie gazière, quel était votre rôle principalement? Et après ça, dans l'exploration pétrolière, qu'est-ce que vous faisiez aussi dans ce secteur-là comme activité principale? Donc, dans l'industrie gazière, je travaillais comme. Bon, je travaillais dans une firme allemande qui s'appelait à l'époque Ruhrgas. Et là, je travaillais dans le dispatching. Donc, bon, j'avais la responsabilité de, de veiller à ce que les quantités de gaz achetées hein, par nos clients euh, enfin, comment là j'ai un problème parce que ça fait tellement longtemps que j'ai pu parler que je
Oui, je comprends. Non, en fait, que la quantité achetée soit exactement la quantité qu'ils reçoivent. Voilà, qu'il y ait un matching. Je devais faire le matching entre les quantités de gaz achetées qui pénètrent le territoire allemand et les quantités de gaz qui soient distribuées aux différents acteurs, que ce soit en Allemagne ou en dehors de l'Allemagne. Voilà. Voilà. Et là, on devait veiller à ce qu'il y ait toujours un équilibre, à ce qu'il y ait voilà. C'est ça, c'est Donc, ça. c'était un peu ça qu'on Ok, faisait C'était ça un peu ok, ok. l'activité, Et, le rôle. ok. Et pour et l'exploration pétrolière, déjà, parce que je pense que ça, là, on va passer assez de temps sur ça. Et déjà, qu'est-ce qui vous a poussé à entrer dans ce secteur-là, dans l'exploration pétrolière? Et en dehors de ça, quels sont en quelque sorte aussi les pays que vous avez aussi eu à explorer pour découvrir peut-être des flux de pétrole? Est-ce que vous en avez découvert ou bien vous n'en avez pas découvert? Et lorsque vous en trouvez, comment ça se passe le processus? Bon, c'est ça. Bon, d'abord, ce qui m'a poussé, bon, en fait, bon, ce qui m'a vraiment poussé à entrer dans l'industrie pétrolière, bon, c'est voilà comment ça a commencé. En fait, je voulais plus travailler dans un bureau. Je voulais travailler sur le terrain. Voilà, je voulais retourner dans le monde technique. Et aussi, bon, je voulais avoir un poste enfin, qui me permette aussi de voyager et de voir d'autres, de travailler dans des milieux un peu différents. Donc, le premier plan, c'était de travailler sur une plateforme. Mais je n'ai pas eu d'emploi sur une plateforme. Mais par contre, en faisant mes recherches, j'ai réussi à trouver un emploi sur les bateaux, enfin, dans le monde de l'exploration pétrolière. Et plus précisément, un emploi sur les bateaux d'exploration. C'était des bateaux spécialisés d'exploration pétrolière. Et là, bon, ils m'ont donné, c'est des bateaux qui m'ont aussi donné la possibilité de travailler offshore. Voilà, donc bon, j'avais un rythme assez particulier, 5 semaines de travail et 5 semaines de libre. Voilà, et moi, mon travail sur les bateaux, bon, je travaillais comme observer. Voilà, en fait, bon, le seismic observer en français, bon, c'est un ingénieur ou un technicien de maintenance et d'acquisition, de traitement de données sismiques brutes. Donc, c'était ça, bon, en gros, le rôle que j'avais sur les bateaux sismiques. Voilà. Donc, l'acquisition, le rôle, c'était de l'acquisition acquisition et traitement des données sismiques et le déploiement aussi du dispositif sismique, le déploiement à la mer, la maintenance et la réparation aussi des équipements faisait partie, en gros, de notre travail. Voilà. Ok. Donc, maintenant, le Et principe, maintenant, oui, quels sont, par exemple, les pays que vous avez eu à explorer? Et lorsque vous avez, vous allez sur le terrain, est-ce que vous arrivez effectivement à trouver des puits de pétrole? Parce que puisque ça, c'est en haute mer que l'exploration se passe. c'est ça. Bon, et effectivement, bon, d'abord, je vais expliquer en bref. C'est quoi d'abord la marine, la sismique marine? En fait, bon, c'est une technique qu'on utilise beaucoup dans l'industrie pétrolière. Hein. C'est une technique qui permet de l'exploration, utilisée pour l'industrie pétrolière. C'est une technique utilisée par l'industrie pétrolière. Là, je reprends. Voilà, j'ai pris des notes. C'est une technique qui est utilisée par l'industrie pétrolière pour explorer les roches situées sous les eaux profondes afin de permettre aux compagnies productrices de pétrole d'extraire les énergies fossiles, c'est-à-dire pétrole, gaz. Voilà, ça c'est juste en gros. Maintenant, donc là, on sonde les différents fonds marins avec ça. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails techniques hein, parce que ça peut être très compliqué et trop long. Il faut peut-être plusieurs jours pour pouvoir. Et ensuite, bon, la méthode donne des informations précises maintenant sur le sol, sur le fond, sur les couches, sur les différentes couches marines. Et avec les caractéristiques, oui, avec les données avec les données enregistrées, les firmes productrices de pétrole peuvent avoir bon, des informations précises sur les caractéristiques hein, du sol
ou même des couches terrestres et pouvoir déterminer le contenu. Avec ça, ils peuvent déterminer s'il y a du pétrole ou non. Pétrole, gaz, etc. Voilà. Et je pense que des techniques similaires sont utilisées aussi bon, pour découvrir, bon, pour les mines de diamants et tout ça. Mais là, c'est un peu différent. Là, ils font ça avec, bon, avec des avions, avec des méthodes électromagnétiques. Nous on utilisait plus des méthodes en mer avec des canons à air comprimés. Donc, en fait, bon, c'était des canons il y avait des impulsions, des pulsions de canons qui étaient sous l'eau, qui envoyaient de l'air avec une très grande pression vers les fonds marins. Et maintenant, bon, les ondes réfractées sont détectées par des hydrophones. Bon, les hydrophones, bon, ce sont des petits détecteurs qui étaient bon, situés dans des câbles qu'on appelle des streamers, des câbles. Et ensuite, bon, les ondes détectées transmettaient l'information analogue jusqu'au bateau, enfin jusqu'à la salle des instruments, ou bien c'est un petit centre informatique. Et là, tout ça était digitalisé et enregistré. Voilà. Et tout ça permettait comme je disais auparavant, de donner des informations, de scanner. En fait, on scannait le sol. Ça permet de scanner l'endroit, enfin, les surfaces qu'on avait à étudier. Et avec ça, et avec les résultats des scans, les compagnies pétrolières pouvaient maintenant bon, décider, avec facilité même, de construire les forages respectifs. Ouais. Ok, ok. Donc tout ça, bon, c'est Maintenant, lié à pour pouvoir, des coûts. Hein. oui, mais pour pouvoir le faire, ils ont souvent l'aval du gouvernement avant de le faire. Bien sûr, il faut l'aval du gouvernement. Voilà. Sans les permis, sans l'aval du gouvernement, on peut pas commencer un projet. Et pendant un projet, il y avait toujours des représentants du gouvernement en question, du pays en question. Il y avait toujours au moins un représentant. Il y avait des représentants du client et il y avait aussi un représentant de l'État ou du ministère. Voilà. Ok, ok, Ouais. ok. Et maintenant, quels sont les pays que vous avez explorés, par exemple? Et les pays que vous avez explorés, quels sont les pays dans lesquels vous avez trouvé effectivement, par exemple, des fûts, par exemple? Oh, Si c'est possible, hein, que vous oui, oui. nous donniez l'information. La liste est un peu longue, hein, parce que bon, quand j'ai commencé en Amérique du Sud. Bon, j'ai été plusieurs fois au Venezuela, j'ai été à Cuba, j'ai été encore là, à Curaçao, c'est aussi dans les Caraïbes, voilà. Jamaïque. En tout cas, j'ai beaucoup parcouru l'Amérique du Sud. La Jamaïque aussi, bon, il y a aussi quelques îles, au Trinidad et Tobago. En Afrique, j'ai été en Égypte et au Sénégal. Voilà. En Égypte, à 3 reprises même. Au Sénégal, une fois, malheureusement, j'aurais voulu retourner parce que j'ai eu de bonnes expériences là-bas. Et je me suis fait aussi beaucoup d'amis. Et ou encore, en Écosse, j'ai été beaucoup en Norvège, ouais, à Malte, en Inde, 2 fois, en Australie, 1 fois, et 2 fois aux États-Unis. Donc j'ai pratiquement partout, ils ont trouvé du pétrole. Hein. Ils ont trouvé non, en fonction de la quantité, ou bien en fonction de l'importance du gisement, les firmes ils peuvent décider d'explorer ou de ne pas explorer. Là, c'est pas dans notre, c'est pas les firmes d'exploration qui prennent la décision. La décision revient au client. Ouais. Ok, ok. Donc, si C'est ça. c'est un gros gisement, ils peuvent décider de le faire. Mais si c'est un peu trop petit, ils peuvent ignorer, laisser ça pour ne pas trop Voilà. dépenser de l'argent. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Ok.
Ça Ok, dépend de la ok. durée de... Bon, ça, ouais, si c'est trop petit, bon, ça vaut pas la peine, hein. Là, c'est bon, c'est à eux de décider. Ouais. Mais Ok. en Donc, général, bon, quand on trouve, bon, ce sont des choses assez importantes. Et je sais qu'au Sénégal aussi, après notre mission au Sénégal, ils avaient trouvé, il y avait du pétrole. Ils avaient trouvé un gisement. Voilà. Et ça, je c'est me en haute rappelle mer. aussi, c'était en haute mer. Ouais, c'est en généralement en haute mer. Parfois, bon, c'est pas trop, parfois on voit la côte, mais en généralement, c'était en haute mer. Ouais, en haute mer. En Ok, zone ok. profonde aussi. Ouais. Oh, ok. Maintenant, au niveau de votre système de rotation dont vous m'avez dit, dont vous avez mentionné tout à l'heure, vous travaillez 5 semaines et puis vous avez 5 semaines de repos. Comment ça se passait? Ouais, bon, pendant les 5 semaines de Donc, service, enfin, pendant les 5 semaines de service, bon, là, bon, on travaillait pratiquement tous les jours, hein. C'était des journées de 12 heures de travail. Ça pouvait être de nuit ou de jour. De nuit ou de jour. Donc, ça veut dire que bon, dès qu'on arrive sur le bateau, bon, le premier jour, bon, l'emploi du temps est donné. Et donc, tu pouvais faire partie de l'équipe de nuit ou de l'équipe de jour. Voilà. Et ça ne changerait plus. Donc, bon, l'équipe de nuit travaillait de minuit à midi. Et l'équipe de jour commençait à midi pour finir à minuit. Et jusqu'à la fin des 5 semaines. Et parfois même, ça pouvait arriver qu'on reste un peu plus de 5 semaines parce que, bon, si la météo ne permettait pas un changement d'équipe par hélicoptère, bon, parfois il fallait attendre un peu. Voilà, que la météo s'améliore. Donc parfois on pouvait avoir 1 ou 2 jours de retard. Bon, c'est ce qui n'arrangeait pas trop ok. les gens parce que bon, après, je pense, à la 5e semaine, bon, on a envie de rentrer. On veut rentrer à la maison, revoir la famille et tout ça. C'est ça, c'est ça, Mais c'est ça. généralement Et c'était 5 semaines. ok, ok. Maintenant, et comment on appelle ça? Au niveau du transport, de votre transport et autres, c'est la société qui se charge de votre transport. Oui, la société se chargeait de notre transport. Voilà, donc c'est eux ils se chargeaient du billet d'avion. Ils se chargeaient. Donc on avait juste à aller à l'aéroport, présenter le passeport et suivre les instructions. C'est tout. C'est eux qui se chargeaient de la compagnie. Voilà. Ils se chargeaient de nous emmener de notre porte, du point A jusqu'à la destination, jusqu'au lieu de travail. Donc généralement, ça se passait comme ça. Bon, on prend l'avion, bon, on quitte la maison, aéroport, on prend l'avion. Ah bon, parfois il y avait des escales à gauche, à droite. On arrive, il y a un agent qui nous cherche, il nous dépose à l'hôtel, et le lendemain, en général, bon, on est conduit à l'héliport ou au port, normal, au port classique. Parce que, bon, de temps à autre, il y avait des changements d'équipe au port. Mais en général, ça se faisait par hélicoptère. Ok, ok, Ouais. ok. Et Donc, c'est comme ça que maintenant, ça se bon, passait. si nous décidons de rentrer un peu dans les chiffres là, j'espère que ça ne va pas trop vous déranger par rapport aux chiffres. Non. Alors dites-nous, combien à peu près comme ça vous êtes payé? Est-ce que vous êtes payé, vu que vous travaillez 5 fois et 5 semaines de façon rotationnelle, est-ce que vous êtes, comment est-ce que vous êtes payé et si on peut aussi avoir une idée dessus? Ah, bon, au début, j'étais employé. Voilà, au début, pendant les 2 premières années, j'ai travaillé comme employé. Et là, bon, les salaires étaient déjà pas mal. C'était une firme une compagnie norvégienne. Et eux, ils payaient, si je me rappelle bien, le salaire mensuel était d'à peu près, le salaire mensuel, 100 heures, 100 jours supplémentaires, c'était d'à peu près 6 500 euros, si je me trompe pas, 6 500 euros, comme ça, carrément net, hein, parce que, bon, là, j'avais déjà déménagé, j'étais déjà en Turquie, donc je ne devais pas taxer le salaire. C'était même parfois plus, parfois ça allait jusqu'à 7 000 si on faisait, dépendant, bon, si on avait des jours supplémentaires, mais s'il y avait des problèmes techniques et on devait prendre des retards et tout ça. Donc là, ils payaient en plus. Mais après, j'ai commencé à travailler en tant que freelance.
En fait, je me suis mis à mon propre compte et je travaillais comme freelance. Et là, bon, c'était des trucs assez conséquents, hein. Ils payaient les journées à 530 dollars, si je me rappelle bien. Ouais. C'était 530 dollars par jour qu'ils payaient. Et encore, dans le domaine, c'était pas. Oh, Il y avait des gens qui gagnaient plus, hein, sur les plateformes, les managers et tout ça. Je connais des gens qui gagnaient beaucoup, beaucoup plus dans d'autres secteurs, ou bien bon, en fonction des postes qu'ils avaient et tout ça. Voilà. Donc, bon, vu que les salaires étaient assez conséquents, c'est ça qui m'a permis voilà, de me bâtir euh, notre petit business oui, dans le domaine du j'en viens tourisme. justement là. C'est ça, effectivement. Comment on appelle ça? Et qu'est-ce qui vous a poussé d'ailleurs à vous lancer aussi dans le truc là, dans le tourisme et que vous-même vous alliez construire vos propres appartements pour maintenant vous occuper à temps plein et c'est de ça que vous vivez actuellement maintenant. Maintenant, qu'est-ce qui vous a réellement poussé à le faire? Parce que je suis sûr certain, il y aura certainement certains de vos camarades qui vont peut-être acheter de jolies voitures, de belles maisons pour faire la belle vie, je ne refuse pas. Mais qu'est-ce qui vous a poussé principalement à vous tourner vers l'investissement au niveau du tourisme? Bon, comme je disais, bon, ce qui m'a poussé à me concentrer sur le tourisme, c'est qu'on était déjà ici. Donc, bon, j'ai vu à peu près comment ça se passait. Il y avait des demandes. J'ai vu qu'il y avait une demande constante, qu'on ne devait pas se battre pour avoir des clients. Voilà. Mais bon, n'empêche que bon, il fallait faire l'effort, hein, de construire, il faut présenter de jolies, il faut présenter de belles choses aussi. Voilà. Mais ce qui m'a poussé à faire ça, bon, c'est aussi, bon, ce sont les expériences de vie aussi, hein. Et à force d'observer autour de moi, parce que bon, j'ai vu des gens bon, qui avaient des crédits, bon, qui avaient de belles voitures de sport et tout ça, et qui après la perte de leur emploi, bon, étaient un peu dans l'impasse, ils commençaient à avoir des problèmes. Donc tout ça, bon, c'est des choses qui m'ont amené à réfléchir. Et il y a aussi l'influence de ma femme, hein, parce que bon, elle était assez carrée. C'est une femme qui n'était pas, bon, qui était très pointue sur ce genre de choses, voilà, sur la sécurité financière et tout ça. Et là, bon, donc c'est un peu ça, voilà, qui m'a poussé. Les erreurs des autres. euh, et aussi, bon, j'ai vu que c'était possible d'épargner sans perdre sa qualité de vie. C'est possible. Voilà. Donc c'est ça, c'est la sécurité. Ok, vous La maintenez sécurité, et le je même. voulais aussi avoir la liberté. Je voulais plus être dépendant. Oui, Je voulais plus être dépendant. Je voulais plus être dépendant d'un employeur, quelle que soit la nature de l'industrie. Voilà. C'est bien l'emploi, hein, je ne condamne pas, mais c'est bien de ne pas être dépendant de ça. Donc c'est un peu ça. voilà, voilà, C'est un peu dans cette voilà. éthique que j'ai Et réfléchi. lorsqu'on discutait, oui. Oui. Et lorsqu'on discutait, vous m'avez parlé aussi de quelques-uns de vos confrères qui ont aussi naturellement gagné de l'argent, mais qui n'ont pas pu réaliser avec le gagne-pain. Ah, ok, ouais, ouais, ça c'est une autre. Bon, Comment ça s'est passé à vous? ouais, bon, bien sûr, j'avais un confrère, bon, lui, il avait un poste de management dans une compagnie pétrolière. Bon, je ne vais pas donner le nom de la compagnie ici, mais lui, bon, c'était un monsieur qui gagnait vraiment conséquent. Lui, il avait peut-être plus que 250 000 livres anglaises par an de salaire. Mais malgré tout, bon, il était toujours au rouge, hein, puisque bon, lui, il vivait euh, à crédit, comme on aime dire, hein. La carte de crédit était toujours, comme on disait,
la carte de crédit était toujours utilisée à bloc, c'est ça? Donc, bon, il avait une grande maison. Bon, il vivait au-dessus de ses moyens, c'est ça. Maintenant, bon, ce qui est advenu d'eux, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je sais pas. Puisqu'il y a un moment, bon, la crise, le monde pétrolier commençait à devenir. Je me rappelle qu'en 2008, et même juste avant le corona, là, je pense que bon, ça, il y a beaucoup d'industries qui ont commencé à fléchir. Et donc, je ne sais pas ce qui est advenu de tous ces confrères. Mais tout ça, bon, ça m'a fait réaliser que bon, je suis sur le bon chemin et que il est vraiment, vraiment, vraiment important de ne pas spéculer. Voilà. Parce que tout ce qui est crédit, pour moi, c'est spéculation. Donc, c'est quelque chose que nous aussi, Ok. ma famille, moi, on a essayé d'éviter au maximum. Voilà. On n'a jamais exclu ça, mais il faut éviter au maximum. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris au fil du temps. Et surtout, si on a une chance bon, d'avoir des gains conséquents. Voilà. Il faut profiter de l'occasion pour se mettre à l'abri et se construire quelque chose qui puisse te protéger en temps orageux. Voilà. C'est ça, c'est ça. C'est ça. Et l'autre chose aussi, pour la construction de vos trucs là, de vos bâtiments pour le tourisme, alors, comment vous avez, est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer un peu le processus ou bien la procédure que vous avez utilisée pour ne pas avoir recours au crédit bancaire? Bon, le processus qu'on a utilisé, bon, il est très simple. Hein. Bon, on a juste, après la construction de notre première maison, on a juste continué d'économiser. Voilà, on a économisé, on a calculé le budget minimum qu'il fallait pour construire une maison. Parce on a construit sans entrepreneurs, on n'a pas involvé d'entrepreneurs de BTP. Voilà, donc ça réduit déjà nos coûts. Donc on a traité directement avec les livreurs de marchandises et puis les livreurs de matériaux. Voilà. Donc ce qu'on a fait, c'est d'épargner les sommes nécessaires pour la construction d'une maison, 3 chambres par exemple, 2 chambres, 3 chambres. Donc on fait une estimation et dès qu'on a la somme nécessaire, on décide de comment on commence le chantier. Voilà. Donc c'est un peu comme ça qu'on faisait. Et les matériaux qu'on commandait, voilà, les gens nous les livraient et ils nous laissaient la liberté de payer après. Voilà. Donc on payait à la fin de la saison. Ils savaient qu'on avait l'argent, mais nous, c'est la méthode qu'on a choisie. Et là, et par ça, on a pu vraiment construire sans avoir recours à des crédits. Donc il y avait une bonne relation avec les fournisseurs qui nous faisaient confiance, qui nous livraient le matériel. Et ensuite, après la construction, on payait la maison bon, petit à petit. Mais on avait déjà le budget. Hein, que le budget de la maison est là. C'est ça. Donc Voilà. on ne travaillait pas à crédit. Voilà, on n'a pas travaillé à crédit. Bon, même les matériaux comme le fer, tout ce qui fluctue, là, il fallait payer directement. Mettre le fer, voilà. Ou bien la main-d'œuvre, il fallait la payer directement après le travail fait. Bon, là, C'est ça. ça va de soi. Mais les choses comme le sable, les roches, le ciment, bon, ils nous laissaient la liberté de payer après. Et donc, c'est comme ça qu'on a procédé. Et donc, la première maison, on Oh, a mis en location, on a mis les clients, et là, tout ce qu'on gagnait avec la première maison, on épargnait. c'est ça, c'est ça. Et pendant que je Ok. travaillais, bon, on faisait ça. Mais, bon, heureusement aussi que j'ai une femme très dynamique. Donc, ça veut dire que je pouvais partir et avoir la tête tranquille, parce qu'elle arrivait à gérer. Voilà. Elle arrivait à gérer tout ça. Donc, bon, il y avait aucun problème. Voilà. Ça n'a pas toujours été facile, mais bon, on savait qu'on allait y arriver, quoi. Et ça fait, on sait qu'on aimait Oh, ça aussi, hein. C'est aussi une autre condition, sine qua non même. Il faut, bon, aimer
ce qu'on fait. Donc, on a apprécié ça. Voilà. Planifier les Ok. bâtiments, voilà, être dehors, la nature, voilà, ça, échanger avec le tourisme. Et comme je disais, bon, j'ai l'esprit un peu nomade. J'aime voyager, mais j'aime aussi recevoir les voyageurs. Voilà. Donc, c'est aussi ça qui m'a un peu poussé au tourisme. Donc, tu es toujours en contact avec le monde. C'est ça, c'est ça. Ça, c'est quelque Mais chose que j'ai beaucoup apprécié dans le tourisme. Voilà. j'ai vu l'endroit là, mais c'est très joli. On Oui, oui, peut dire l'endroit est que beau, hein. on peut dire c'est un endroit paradisiaque. C'est parce que là où vous avez choisi, c'est vraiment très beau. Ah, l'endroit, oui, l'endroit est beau, hein. C'est même devenu populaire. Il y a plein, il y a beaucoup, beaucoup de constructions qui prennent place. Mais heureusement que que les constructions prennent place assez loin de notre endroit. Donc, ça fait qu'ici, on est encore tranquille, quoi. Bon, ouais, mais c'est devenu très populaire, l'endroit. Parce que, bon, il y a la télévision, Et, toujours qui a fait des reportages dessus. Donc, et les gens affluent. Et c'est un endroit qui est spécialisé dans les maisons. C'est que des maisons qu'on trouve ici. Il y a pas d'immeubles ici. Il y a quelques immeubles peut-être dans la ville à côté, à 8 kilomètres, à Fétier. Voilà, mais c'est des immeubles bon, assez courants. C'est une ville assez charmante, Fétier. Ouais. Mais sinon, l'endroit est beau. Je peux montrer après, hein, si vous voulez. Je vais essayer de faire un oui. tour. Et par exemple, bon, nous allons faire un petit parallèle là. D'accord. Si par exemple des trucs là, des abonnés de la chaîne souhaitent venir là-bas, non, après vous allez sortir et vous allez présenter un peu l'extérieur, ils vont voir. Si les abonnés par exemple de la chaîne décident un jour de venir passer quelques jours chez vous là-bas, est-ce que vous allez bien le faire une petite réduction sur ce que vous faites là Oui, bien sûr, ça, pour on peut les en parler. héberger? On peut toujours en parler. Oui. Oui, ouais, bien sûr que je veux faire une petite réduction. Si c'est les abonnés de la chaîne. Ok. Oui. Mais je Et préviens, hein, nos, pour les périodes de vacances, pour les périodes comme juin, juillet, août, là, les gens bookent en avance. On a même des bookings. Les gens bookent déjà un an à l'avance pour être sûr que. Parce que si les gens viennent tard, en général, c'est toujours plein. Juillet, parce que c'est la période des vacances scolaires. Et là, en général, bon, c'est assez difficile de trouver bon, comment on dit, accommodation. yeah, yeah. De trouver. Une, en anglais, c'est accommodation. En français. Oui, C'est assez difficile de trouver quelque chose bon, à court terme, enfin, de manière spontanée pendant c'est la ça, c'est période ça. haute. Mais en mai, bon, avril, mai, bon là, c'est faisable. 2, 3 jours avant de toujours trouver quelque chose. Mais les périodes critiques, la haute saison, c'est à partir de mi-juin, bon, juin, juillet, août, septembre. Là, c'est toujours plein. Mais nous, par contre, bon, on commence à avoir des gens très tôt. Même en avril, ça commence, mais doucement. Ça commence. Ça va jusqu'en novembre. Mais sinon, pour les abonnés de la chaîne, bien sûr qu'ils peuvent avoir des Ok. réductions. Et qui sont ceux qui viennent le plus passer les vacances là-bas? Et ce sont les Africains, euh, les Asiatiques, les Européens ou bien. Bon, là, la majeure partie des gens ici, là, dans cette région, il y a beaucoup d'Anglais qui viennent ici. Il y a aussi quelques Russes. Ouais, ouais. Bon, quelques Allemands commencent à venir. Quelques Allemands commencent à venir ici dans la région. Parce que, bon, les Allemands, eux, ils avaient une autre région, là, c'est Antalya. Mais ils commencent à venir ici. Mais c'est surtout des Anglais, beaucoup d'Anglais. Et aussi les locaux, les Turcs. Bon, les Turcs, bon, eux, ils sont un peu différents parce que eux, ils font les choses de manière spontanée. Ce n'est pas des gens qui bookent. Ils ne préparent pas bon, 6 mois, un an à l'avance. Parce que, bon, je pense, comme ils sont dans le pays, ils ont leur voiture, bon, ils font toujours les choses un peu spontanées. 2, 3 jours avant. Et en général, bon, on doit leur dire que c'est plein. Ouais, C'est ça, c'est ça, c'est c'est ça. ça. Mais sinon, les Ok, ok. Anglais, les Européens, quand ils viennent, bon, eux, ils font les choses 12 mois, au moins 6 mois à l'avance. Ils bookent. Ouais, au moins D'accord. 6 mois à l'avance. Donc, Ok.
C'est comme ça que ça se passe. Ouais. Ok. Donc là, maintenant, actuellement, ça veut dire que sur le plan professionnel, avec l'exploration, vous n'êtes plus actif. Non, là, je suis plus actif. Hein. Je suis plus actif là-bas. Ouais. Parfois, je Ok. réfléchis. Parfois, je reçois des emails, des offres, mais bon, je suis plus actif. Voilà. J'ai même plus renouvelé mes certificats, certificats médicaux, les certificats, enfin, il y a tout un lot de certificats qu'il faut toujours, qu'il faut avoir à jour, mais j'ai pas, je me suis plus occupé de ça, Ok. quoi. Ok. Ouais. Et par exemple, je suppose, hein, là tout de suite, je suppose que vous devez donner par exemple un conseil à nos jeunes frères qui suivent actuellement ce live. Quel est le conseil que vous pouvez déjà leur adresser pour ceux-là qui veulent par exemple se lancer, bon, déjà dans la vie professionnelle en tant que salarié et puis quelques temps après se lancer dans l'entrepreneuriat. Quel est le conseil que vous pouvez déjà leur donner en tant que devancier en quelque sorte? Bon, aux jeunes, ou même aux moins jeunes, hein, bon, s'ils sont encore, bon, s'ils sont encore en formation au lycée, bon, moi, le conseil que je peux donner, c'est de faire une formation technique, électronique ou informatique. Et ça ne doit pas forcément être des études, hein. Même une formation d'électronicien ou de technicien, de faire une formation technique et d'apprendre l'anglais. Voilà. Avec une formation technique et l'anglais, on a beaucoup de chances d'obtenir un emploi. Même au niveau bon, national, international, on a beaucoup de chances de sortir du lot. Voilà. Et après l'obtention d'un emploi, si on obtient un emploi, il faut épargner au maximum. Il faut faire comme si on n'a rien. Voilà. C'est ça, c'est ça. Quand ils reçoivent le premier salaire, il faut faire comme s'ils n'ont rien. Surtout les 2 premières années, là, il faut faire comme si on ne gagne rien. Voilà, il faut juste mettre l'argent de poche. Voilà. Il faut donner comme un employé, mais il faut vivre comme quelqu'un qui n'a rien au début, afin de mettre le maximum de côté. Voilà. Et C'est ça, ensuite, c'est ça. maintenant, essayer maintenant, bon, de suivre ses aspirations et d'investir selon ses aspirations. Voilà. Là, on n'a pas besoin de financement ou de quoi que ce soit. On a les moyens de commencer quelque chose. Et parallèlement à son travail, hein. Il faut faire ça C'est ça. parallèlement à son travail. Donc, la Maintenant, bon, si personne, c'est pas tu n'as même pas possible, besoin de laisser ton boulot d'abord. non, Tu as ton c'est pas boulot nécessaire. et parallèlement, Ouais. tu travailles sur ton propre projet. Oui, C'est c'est ça. ça. Et selon ses aspirations, ça dépend. Il y a des gens qui préfèrent bon, le conseil, il y a des gens qui préfèrent l'agriculture. Donc, il faut chercher, il faut commencer un truc selon ses aspirations. C'est ça, Voilà. c'est ça. Il faut, et au début, bon, quand on aime ça, et si on fait les choses de manière bien, bon, ça va évoluer. Et avec le temps, il peut toujours changer. Voilà, changer de domaine, changer de profession. Voilà, OK. s'étendre, Et diversifier. oui, Mais au début, c'est ce qu'ils doivent faire. Ils doivent maintenant, bon, vraiment, bon, il faut même se punir quoi, au début. Et il faut se donner des coups de pied aux fesses. C'est que la pression doit venir de toi-même. Il ne faut pas attendre que l'extérieur te mette sous pression. Ça, il faut se mettre sous pression d'abord. Voilà. En fait, c'est comme ça qu'il faut c'est passer ça, la c'est ça, chose. c'est ça. Et Et après, on peut se maintenant, laisser aller. si vous voyez actuellement le flux migratoire que nous avons, par exemple, venant de l'Afrique vers l'Europe et autres, notamment venant des jeux, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose vraiment de, comment on appelle ça, de quelque chose idéal que les jeunes doivent toujours, par exemple, se focaliser sur ce point-là pour dire qu'ils vont quitter nécessairement l'Afrique pour aller d'abord en Europe avant de pouvoir se réaliser? Ou bien déjà, quel est votre point de vue sur ce angle-là? Bon, d'abord, bon, ça dépend. Moi, d'un point, je peux dire que bon, je comprends hein, la décision de certaines personnes, bon,
vis-à-vis maintenant de la misère ou bien bon, des problèmes qu'ils vivent. C'est le désespoir. Le désespoir fait prendre des décisions erronées. Mais vis-à-vis maintenant des budgets qu'ils investissent, parce qu'ils payent, ça coûte quelque chose. Pas, j'étais sidéré quand j'ai entendu parler des budgets qu'ils investissent pour préparer ce genre de voyage. Bon, là vraiment, bon, je me dis, bon, c'est pas très adroit de prendre une décision comme ça, de traverser, d'aller travailler à gauche. Parce qu'ils dépensent beaucoup d'argent pour commencer leur voyage, leurs aventures. Et je pense qu'avec cet argent, je pense qu'il serait plus adroit de commencer quelque chose sur place. Voilà. De commencer quelque chose sur place. Parce qu'il y a des gens qui commencent des choses sur place. Si c'est pas possible, on n'a pas les moyens d'aller avec un visa, aller normalement. Si on n'a pas les moyens de voyager bon, de manière normale, moi, je dirais, bon, avec l'argent que les gens investissent, c'est mieux de commencer quelque chose sur place. Sur place. Parce que je vois des gens sur place qui se sont sortis de la misère avec des petites activités. Ouais. J'ai vu plus d'un. Hein. À Abidjan, à Dakar. Ok. Ouais. En Égypte, même ici. Ok. Ici, je connais des gens qui ne sont pas allés à l'école, qui sont des millionnaires, hein, qui sont devenus des millionnaires, des familles où les gens ne sont pas allés à l'école. Même ici, je connais. Mais si les gens veulent aller absolument en Europe, absolument, pour se former. Bon, là, il faut avoir les moyens. Si on a les moyens de sa politique, bon, c'est libre à eux. Pourquoi pas? Mais bon, se mettre dans des embarcations avec des bébés et tout ça, moi, il faut éviter ça. C'est mieux de prendre l'argent et essayer de faire un truc. C'est beaucoup moins risqué. Tu vois? Parce que le courage et l'énergie qu'ils mettent dans ça, là, ça demande beaucoup de courage, ça demande beaucoup d'énergie. C'est une énergie extrême et un courage extrême. Et juste avec un tiers de ce courage-là, ils peuvent faire quelque chose sur place pour commencer. Je pense que c'est mieux. Ça coûte quelque chose, hein, la traversée le voyage, la traversée du désert, traversée de la mer, traversée. Ça coûte beaucoup. C'est plus cher que première classe. C'est plus cher que de voyager en première classe. Tout à fait. C'est ça? Et je ne me trompe pas. Non, c'est ça. Maintenant, une autre question, par exemple. Aujourd'hui, on parle du retour en Afrique. On demande aux gens de la diaspora de retourner en Afrique, que c'est en Afrique qu'il y a la belle vie, que c'est en Afrique qu'il y a l'avenir et autres. Déjà, vous, quel est votre point de vue sur cet angle-là? Et est-ce que vous-même, vous avez déjà pu initier, par exemple, des projets en Afrique? Et si oui, est-ce que ces projets que vous avez eu à initier, est-ce que ces projets-là, on peut aboutir? Parlez-nous-en. Bon, par rapport à la diaspora qui doit retourner en Afrique, bon, là, ça dépend. Hein. Je pense que ça, bon, c'est une décision qu'il faut laisser, qu'il faut laisser aux gens ou aux familles, hein, de manière individuelle. Et bon, ça dépend. Si les gens ont des projets, si les gens peuvent élaborer des projets en Afrique qui va leur permettre d'avoir une situation mieux que ce qu'elles ont en Occident, bon, pourquoi pas? Mais même là, il faut qu'ils évaluent le risque. Voilà. Mais je pense que la meilleure approche, c'est de travailler en collaboration avec les gens sur place. Parce que les gens sur place ils sont capables de faire quelque chose. Je pense qu'ils sont même mieux placés, les gens sur place. Voilà. Parce que là, bon, c'est une idée. Moi, je pense que l'idée est un peu erronée. La diaspora peut aider, c'est vrai. Mais ce n'est pas la diaspora qui va faire les choses à la place. Parce qu'il y a des experts en Afrique, ils ont une meilleure connaissance du terrain, ils maîtrisent mieux les rouages. Bon, c'est juste peut-être une question d'organisation. Il faut revoir certains trucs. Oui, mais même moi, personnellement. Oui, je ne refuse pas. Hein. Mais ça, c'est pour ceux qui veulent venir investir en Afrique. Maintenant,
Ceux qui veulent, par exemple, ceux qui décident, par exemple, de quitter définitivement l'Europe, après ça va peut-être passer 30 ans, voire 40 ans, ou soit pas assez d'années comme ça, mais qui décident un jour de retourner maintenant en Afrique pour se reconstruire ou bien pour faire leur vie, quoi. Oui, c'est bien. C'est Est-ce une que bonne c'est chose. une bonne décision en tant que telle? Oui, s'ils ont les moyens de leur politique. Et s'ils ont déjà bon, balisé tout leur préparé. Je suppose ils sont préparés en Occident et en Afrique. Et là, c'est une bonne chose. C'est même une très bonne chose. Parce qu'ils ont. Ce sont, là, ça, c'est un exemple spécifique de gens qui sont déjà assez préparés. C'est au pire des cas, ils vont percevoir leur retraite en restant en Afrique. Voilà. Mais bon, moi, je parle maintenant bon, des gens. Bon, moi, j'avais en tête bon, les gens qui sont encore en plein, qui ne sont pas encore arrivés, entre guillemets, en Occident et qui brisent les ponts et qui veulent maintenant, sous le poids de l'émotion, retourner en Afrique, bon, parce que ça leur manque et tout ça. Je dis, bon, là, il faut qu'ils fassent un peu, il faut qu'ils se ressaisissent, tu vois. Il faut qu'ils se rendent forts là-bas, là où ils sont, si c'est possible. Et maintenant, bon, et ensuite, maintenant, bon, commencer à élaborer des projets en Afrique. Ouais. Ouais. Mais c'est possible, sinon c'est une bonne chose. Hein. Si les gens veulent revenir, c'est même une idée sage de revenir. C'est une bonne chose. Mais il faut bien analyser, il faut regarder la réalité en face et vraiment, mon petit à petit, il faut se préparer petit à petit. Voilà. Sinon, c'est une bonne chose, je trouve que c'est bien. Ouais, ouais. Et même moi, j'ai eu, comme vous disiez, j'ai déjà eu j'ai eu à travailler avec des amis d'Abidjan. Voilà. Voilà. Je voulais faire, on devait faire des produits des gélules, des gélules, un genre de Les compléments supplément, alimentaires? voilà, un complément alimentaire. On voulait mettre, on voulait produire des compléments alimentaires et vendre ces compléments alimentaires par le biais des pharmacies. Parce que bon, mes amis, c'est des pharmaciens, ils sont pharmaciens. Donc bon, on a commencé le projet, on a fait des analyses. Bon, ça a pris du temps, hein, toutes ces préparations-là. Ça a pris beaucoup de temps. Il y a eu beaucoup de temps d'attente. Voilà. Et l'autre chance qu'on avait, c'est qu'un des amis avait déjà une unité de production pour un autre produit. Donc on pouvait utiliser les appareils et l'unité pour pouvoir faire des tests et pour pouvoir faire des pré-productions et tout ça. Donc là, bon, heureusement que sur ce plan-là, bon, on ne devait pas trop. Mais sinon, bon, au niveau de l'administration pharmaceutique et tout ça, bon, il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de choses on devait faire un test, comme j'avais dit, un test au niveau du laboratoire national. Et jusqu'à maintenant, on attend encore du feedback de l'administration qu'on n'a pas. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas commercialiser le produit. Voilà. Je vois. Ouais. On ne peut pas commercialiser, donc on attend. Tout est ouvert, quoi. Donc bon, je pense qu'ils sont même découragés. Ok. Et en même temps, je rappelle que actuellement vous êtes aussi sur un projet là chez vous, donc sur le projet du textile. Ah, d'accord, oui, oui. Et voilà. Donc je vais profiter Là, aussi pour demander à c'est nos une idée que amis vous m'avez donnée. si ceux qui sont en Afrique, par exemple, et qui souhaitent acheter des habits en Turquie, des bagues de colis, je pense que vous êtes vraiment au bon endroit pour Oui, je pouvoir suis au bon vraiment endroit. passer vos commandes là. En ce moment, Ouais. je pense que M. Oliver pourra vous aider à vraiment avoir vos produits. Maintenant, si vous voulez aussi, vous pouvez même faire le déplacement directement, aller en Turquie et il peut même et vous aider sur place lorsque vous allez là-bas. Mais il faut savoir que ça, même si c'est une aide qui va vous apporter,
Ce n'est pas gratuit. Il y aura toujours quelque chose que vous allez pouvoir quand même remettre ou donner en retour pour quand même compenser son temps. C'est ça. Donc, c'est un peu ça. Ou soit, si vous voulez, bientôt, nous-mêmes allons mettre à votre disposition des produits venant directement de la Turquie. Et vous allez pouvoir les acheter pour ceux-là qui veulent directement avoir les produits en Afrique ici, que ce soit les habits de première classe, les friperies, vous aurez tous ces choses-là d'ici bientôt. Donc, restez en tout cas à l'affût. Dès que ce sera prêt, on vous tiendra également informé pour ça. Alors, monsieur Oliver, alors, qu'est-ce que vous voulez encore ajouter pour finir? Ben, bon, que je suis ouvert, hein. Je suis ouvert et ouvert à d'autres activités et à à de nouveaux projets. Voilà. Même sur place, même en Afrique, que je suis ouvert à l'élaboration. Je n'exclus pas les associations. Voilà. OK. Voilà. Maintenant, est-ce que vous pouvez... Même les projets de. Pardon? Oui, oui, oui. Il faut Bon, finir d'abord. Après, je vais... d'accord. Donc, je suis même ouvert même aux projets comme tels que les projets de transformation sur place, en Afrique, par exemple. Parce qu'il y a des produits vraiment de qualité supérieure, les produits agricoles. C'est vraiment la qualité supérieure. Les sols sont de qualité. Donc, ça ferait du sens même de produire sur place, d'avoir des petites unités de production là-bas et faire passer à la production maintenant de produits de qualité supérieure. Voilà. Et distribuer Tout à fait. dans le monde. Voilà. OK. Mais sinon, bon, au Maintenant, niveau est-ce des que vous produits pouvez faire... manufacturés comme le thé. Oui, j'écoute. Et maintenant, est-ce que vous pouvez faire le tour de trucs là et vous allez montrer un peu le paysage aux gens qui suivent actuellement le live? Bon, ouais, je peux faire. Maintenant, bon, je vais essayer de ne pas trop m'éloigner. Attends. OK. Bon, là, je commence par là. Je vais ouvrir là. Bon, là, c'est la partie arrière. Bon, ça, une parcelle. Ça, c'est un terrain voisin. Bon, là, c'est la première maison que j'ai construite. Voilà. Maintenant, je vais descendre. On la voit pas bien parce que bon, il y a beaucoup d'arbres qui ont poussé. Et on ne voit pas bien. Je ne sais pas si c'est chez moi ou bien si c'est chez vous, puisque là, c'est un peu flou de mon côté, Ah l'image. bon? Bon, je me suis éloigné. Bon, Ah, bon, je vais montrer par là. Voilà, là, c'est la première maison. Maintenant, je vais descendre et essayer de voir. Mais est-ce que je dois veiller à ce que la connexion ne s'interrompe pas? C'est tout. c'est ça, c'est ça. Et là, il faut excuser le désordre parce que bon, je prépare mon voyage. Bon, mon voyage Oui. sur demain. Bon, bon là, c'est devant. Là, c'est devant chez moi. Est-ce qu'on est toujours C'est connecté? ça. Nous sommes Oui, connectés? oui, vous êtes connecté? Oui, 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 je D'accord. vois. Bon, tout ça, bon, c'est notre œuvre. Hein. Tout ça, c'est nous qui avons planté ça. Tout ça. Donc, Ok. on a beaucoup travaillé Ok. nous-mêmes.
c'est la connexion. Là, je vous vois, mais le micro est coupé et il n'y a pas le truc là. Le micro est coupé. Voilà. Donc, comme vous voyez, beaucoup de verdure, c'est ça. Mais là-bas. Ok. Oui, je parle français. Ah, d'accord. Non, non, j'habite ici. Ah bon? Ah, juste à côté. Ah, juste à côté, ouais, ouais. Ah, tu vois, je rencontre un francophone. Ah, d'accord. Ah. D'accord, d'accord, je passerai. Ouais, ouais, là, je suis en communication. Ouais, ça, sans problème. Ok, D'accord, à bientôt, hein. Ok, là, c'est un nouveau. Voilà, là, ok, c'est l'endroit. ok. Tu vois, voilà, ça, c'est. Je suppose, je pense que c'est un retraité français, bon, ou bien bon, quelqu'un qui a quitté la France, qui s'est installé ici. Voilà. Ou bien un Turc français. Voilà. Vous m'entendez Ok. toujours? Oui, C'est oui, je ça un vous peu entends. l'endroit, quoi. Voilà. Ça, c'est la dernière née. Voilà. Ça, demain, il y a des gens qui vont venir ici. Demain. Ok. Il y a une famille qui arrive pour 2 semaines. Voilà, c'est ça. Et moi, je pars demain. Puisque bon, j'ai la famille, j'ai ma mère à qui je vais rendre visite demain en Allemagne. Oui, oui. Je pars pour 2 semaines et demie, je crois. Donc voilà, ça c'est l'endroit. Très bien, très bien. Non, j'avais déjà vu ça. J'avais déjà vu ça, mais c'est un très bon endroit. Et je pense que nos frères qui veulent aussi faire un tour là-bas pourront l'utiliser, pourront, s'ils veulent passer des vacances, ils pourront aller là-bas et passer simplement leurs vacances aussi. Mais quand même faire la réservation à l'avance. Allô? Je n'entends plus le son. Vous m'entendez maintenant? Le... Oui, oui, c'est bon maintenant. Ok. Voilà, il y a eu une interruption, je ne sais pas pourquoi. Donc comme vous C'est voyez, bon bon, nous, maintenant. c'est ça. Donc là, je vais retourner. Donc c'est ça, c'est un peu ça l'endroit, quoi. Ok. C'est un peu ça. C'est un peu à ça que ça ressemble. Oui. Voilà. Et il y a une autre maison Non, c'est très joli. C'est très joli. là-bas. Je ne sais pas si. Voilà. Mais c'est un peu caché. Voilà. Donc là, je vais revenir vers ma connexion. C'est ça. Ok. Non, c'est bien. Et dans un endroit, lorsque tu es dans un endroit comme ça où il y a la verdure, les fleurs, les plantes, en tout cas, c'est que tu te sens à l'aise, quoi. Oui, oui, c'est bon, c'est bon pour le mindset. Ouais. C'est ça. C'est ça. C'est bon pour le mindset. Mais bon, il y a des moments aussi où parfois je suis content aussi quand j'ai l'occasion de voyager, je suis content de voir autre chose. Mais sinon, bon, c'est bon pour le mindset. Voilà. Bon, là, c'est C'est ça. nos oliviers. Donc c'est ça. Oui, j'avais vu la dernière fois, vous avez vous-même en forme d'olivier et l'huile d'olive. Oui, oui, oui. C'est qu'on on cueille nos olives et on achète aussi, peut-être, en gros, on achète les olives, en gros, et on va au moulin, on fait presser et on consomme nous-mêmes notre huile d'olive. Donc on n'achète pas l'huile d'olive du supermarché. Donc bon, c'est l'huile d'olive pure qu'on consomme. Donc c'était un peu ça l'endroit. Donc l'autre endroit, c'est là-bas. Hmm. Ouais. Ok, super. Là, c'est bon. C'est bon. Je pense que quand même, on a exploré un peu ensemble aussi. On a fait le tour, hein, je pense. Et je pense que
Et tous ceux qui suivront cette interview, chacun pourra tirer d'une manière ou d'une autre une leçon Oui, bien sûr. J'espère. Hein. Et moi aussi, même moi, à j'espère que je vais tirer partir la leçon des autres. oui, 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 Puisque moi, je me considère comme un internat apprenant. oui, oui. Et je demande même d'ailleurs. C'est ça, non, c'est ça. Parce que même on peut dire quelqu'un qui a 99 ans, 100 ans, sur Terre, ne connaît pas tout. On finit jamais d'apprendre. Hein. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est On ça, finit jamais d'apprendre. c'est ça. Parce qu'il y a toujours des choses qu'on Donc découvre qui voilà, rendent curieux. voilà, c'est ça, c'est ça, exactement. Et par rapport à ce truc-là, je rappelle aussi pour ceux qui sont, par exemple, de la diaspora et qui suivent actuellement ce live, et si vous êtes arrivé jusqu'à ce niveau, certainement que vous avez pu suivre du début jusqu'à la fin. Donc, si vous-même, par exemple, vous avez peut-être un témoignage ou bien vous voulez raconter un peu votre parcours, vous pouvez toujours nous contacter directement via le lien en bas de la description de la vidéo. Vous m'écrivez soit directement aussi sur mon contact WhatsApp, et nous allons pouvoir aussi vous programmer et vous allez pouvoir partager votre expérience, notamment la jeunesse africaine. Vous voyez, c'est ce que nous essayons de faire, qu'au moins nos devanciers, même ceux qui sont par exemple de la diaspora et qui sont là-bas, puissent aussi raconter leurs expériences pour que ceux qui sont en Afrique ne puissent pas dire, bon, il faudrait que j'aille nécessairement en Europe avant de réussir. Non. Même sur place, tu peux te faire de l'argent. Et c'est ça, M. Oliver a dit tout à l'heure, qu'il connaît des gens au Sénégal, en Côte d'Ivoire, avec leur petit capital, ont pu se faire beaucoup d'argent, ils se sont construits. C'est ça. Donc, c'est une question de mindset, de gestion et de vision aussi. Donc, tu peux aller en Europe comme ne pas réussir et rester en Afrique comme réussir, ou soit aller en Europe, réussir effectivement, et être en Afrique, ne pas réussir. Mais tout dépendra de toi, puisque c'est toi qui es le noyau, tu es le noyau central, au fait. Tout tourne autour de toi. Donc, c'est un peu ça. Alors, Monsieur Oliver, vous avez encore quelque chose à placer avant qu'on ne fasse la conclusion? Un dernier mot. Bon, je souhaite beaucoup de courage, bonne chance à tout le monde. Hein. Allô? Allô? C'est ça. Merci. D'accord. Je vous reçois, je vous reçois. Beaucoup de courage, bonne chance. Et puis, bon, Ok. j'espère qu'on va faire beaucoup de rencontres. Voilà. Beaucoup de C'est rencontres. ça, Et puis, c'est bon, ça, beaucoup c'est de. ça, c'est ça. Les rencontres Apprendre beaucoup de sont... choses, découvrir de nouveaux horizons, découvrir de nouvelles méthodologies. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est important. Ah, c'est haché. Ok. C'est entrecoupé. Donc, Mais bon, c'est pas grave. Mais je pense qu'on a terminé. On a fait le tour. Ça s'est bien passé. Monsieur Oliver, merci Bon, c'est moi qui vous remercie. beaucoup. En tout cas, de nous avoir. Vous m'entendez, non? Oui, maintenant j'entends. Vous m'entendez? Oui. Ok. Donc, je pense qu'on va se dire à la prochaine pour un nouveau numéro. Et si vous n'êtes pas encore abonné, cher ami, bye bye. D'accord. Je vous remercie. Bye bye. Oui, merci. Oui.